Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equance, passez d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Dans ce nouvel épisode du Regard décalé, on ne parle ni de Donald Trump, ni des marchés financiers, on parle de nous. La Belgique vit-elle au-dessus de ses moyens? Le gouvernement nous a-t-il vendu un mirage budgétaire? Faudra-t-il augmenter les impôts malgré toutes les promesses? Et surtout, sommes-nous encore capables de faire société? Face aux critiques de la Cour des comptes, j'ai invité l'économiste Bruno Coleman, et derrière les milliards qui manquent, il pose une question bien plus dérangeante. Avons-nous encore un projet collectif ou ne sommes-nous plus qu'une ligne Excel? Un échange sans langue de bois sur notre dette, notre modèle social et l'avenir de la Belgique. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver. C'est vrai qu'en général, quand on se croise, on a l'habitude un petit peu de parler de Donald Trump et de ses frasques, et en tout cas de l'économie américaine. Cette fois-ci, on va changer radicalement de sujet. On va revenir un petit peu sur notre propre pays et son budget. Il a beaucoup fait parler de lui dans l'actualité ces dernières semaines. On avait eu l'occasion d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, de faire un regard décalé à ce propos. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, Bruno, c'est est-ce que finalement la Belgique n'est pas un peu devenue ce ménage qui refinance sa carte de crédit avec une autre carte de crédit en espérant finalement que personne ne regarde les relevés? C'est le cas de la plupart des pays. En fait, un pays ne rembourse jamais sa dette publique, il la refinance. Et donc, une dette peut augmenter, elle augmente un peu partout d'ailleurs, mais diminuer en proportion du produit intérieur brut s'il y a la croissance économique. Mais ce qu'on vit maintenant en Belgique est une situation un peu particulière. On a d'abord un budget pour l'année 2026 qui a été en grande partie fondé sur des hypothèses irréalistes, portant notamment sur le fait qu'on aurait des effets retours, c'est-à-dire que si on met en œuvre un plan de relance et ou qu'on baisse des impôts, c'est-à-dire qu'on injecte des euros dans l'économie, il y a un moment des recettes fiscales qui en sont extraites parce que cette croissance économique induite par les plans de relance ou les baisses d'impôts génère de la croissance et donc des recettes. Et donc l'idée originelle, c'était qu'il y allait avoir à peu près 7-9 milliards d'effets retours au terme de l'année 2027. Mais ces effets retours sont en fait en grande partie factices. D'abord, ils ont été exagérés parce qu'on considère en économie que quand on injecte 1 euro dans l'économie, il y a peut-être 20 centimes, 30 centimes qui en sortent à terme. Ici, le gouvernement avait pris 60 centimes, ce qui est tout à fait exagéré. Et d'autre part, il y a peu d'effets retours dans une économie très ouverte comme la Belgique, et en plus qui est frappée par le vieillissement de la population. Parce que le grand problème, c'est en fait les dépenses sociales. Et ça m'amène au deuxième grand déséquilibre, c'est que on a en Belgique un double système, c'est-à-dire que la fiscalité est fondée sur ce qu'on appelle la capacité contributive des citoyens, c'est-à-dire leur capacité à contribuer au financement de l'État selon leurs moyens. Et d'autre part, on a un financement de la sécurité sociale qui est basé sur un concept d'assurance, c'est-à-dire qu'on cotise, en fait, non pas pour soi, pour les plus âgés qui sont retraités, en soins, pour les plus jeunes qui viennent de naître, pour les personnes de notre génération qui sont par exemple au chômage, malades ou invalides. Et donc, en fait, la solidarité intra- et intergénérationnelle est fondée sur les cotisations. Mais comme on fait face au vieillissement de la population, qui est aggravé par le baby-boom d'après-guerre, qui maintenant devient un papy-boom, et heureusement augmenté par l'espérance de vie, on n'a plus assez de cotisations sociales. Ce qui veut dire que c'est l'impôt qui doit maintenant couvrir la moitié des dépenses sociales. Donc on a non seulement un budget qui a été établi sur des bases qui sont, je pense, fictives, erronées, et d'autre part, on a un déficit grandissant de financement de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que si on veut garder un État social, bien qu'il ait déjà été raboté, en partie à juste titre d'ailleurs, on va devoir augmenter les impôts. C'est-à-dire, parce que comme les dépenses sociales augmentent et que les cotisations ne suffisent plus, d'autant plus qu'on vit un phénomène de dénatalité, il est évident que c'est l'impôt qui va devoir se substituer aux cotisations sociales pour financer ces fameuses prestations, maladie, invalidité, chômage et pension. Donc ça, c'est l'équation, la macro-équation de la Belgique. Face à ça, certains partis politiques ont dit on ne veut plus d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts, c'est le cas du NR. Alors le gouvernement a demandé, un peu dans la hâte, un travail qui n'est pas mal fait d'ailleurs, au bureau du plan,
d'établir un ensemble de pistes pour rétablir les finances publiques. Et je suppose que le document va être débattu politiquement avant le 21 juillet ou après, tout ça n'est pas très important. Mais quand on regarde ce document du Bureau du plan, on se rend compte qu'à peu près 2 tiers des mesures portent sur de nouveaux impôts, de nouvelles modalités d'impôt. On parle de globalisation des revenus, on parle d'augmentation de la TVA. Et donc, quand on prend l'ensemble des mesures fiscales proposées par le Bureau du plan, qu'on les additionne, bien que certaines soient mutuellement exclusives, on arrive à peu près à 30 milliards d'euros. Et les 2 tiers des autres mesures, c'est des diminutions de dépenses de l'État, un peu on va dire, de rabotage des avantages sociaux. Mais donc, le gros de la troupe de la proposition du Bureau du plan, ce sont des nouveaux impôts. Et moi, je dis depuis 2 ans, je sais bien que je me suis fait largement critiquer pour ça, c'est qu'on allait devoir lever de nouveaux impôts, malgré les promesses politiques et malgré le constat qu'on est le pays le plus imposé du monde, ou quasiment, parce qu'on doit garder un modèle social qui correspond finalement à ce que nos aïeux ont voulu construire après la guerre. Et donc voilà le problème maintenant. Donc le Belge moyen peut s'attendre à une augmentation des impôts. Et évidemment, ça va mettre le MR, et je ne veux pas du tout me concentrer excessivement sur le MR, mais ça veut dire que le MR ne sera pas à la hauteur des promesses qui ont été tenues. Et donc, qui vont devoir à un moment faire aveu d'échecs de promesses, expliquer leur changement d'opinion. Et je crois que la principale mesure qui va être imaginée, c'est une augmentation de la TVA. Qui passerait alors avec le taux général, parce qu'il y a des taux particuliers bien sûr, passerait de 21 à 22%. Ça pourrait rapporter à peu près 3 milliards d'euros, mais évidemment, il faut défalquer de ça l'impact que ça peut avoir sur la hausse des salaires et donc aussi les charges que l'État doit supporter en termes de salaire des fonctionnaires. Donc ça rapporterait peut-être 800 millions, 1 milliard. Et donc on va arriver dans des zones un peu compliquées avec beaucoup d'interactions et je crois qu'on ne va pas éviter nos impôts. Après, c'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai qu'on en parlait donc avec Philippe Ledant. Philippe Ledant, il dit: «Je pense que la Belgique doit arrêter de déplacer les curseurs. Il faut à un moment donné prendre des mesures qui sont beaucoup plus structurelles et arriver peut-être effectivement à des nouveaux impôts». Je lisais un article dans Le Vif où toi, tu parles vraiment même d'un mirage budgétaire. Le mot est quand même très, très fort, un mirage. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement s'est trompé ou que c'est volontairement une illusion qu'on nous envoie? Mais je crois que la formation du gouvernement a été d'une telle difficulté qu'ils ont dû travestir ces fameux effets retours. OK. D'ailleurs, Bardo Wever a dit à un journaliste qui me l'a dit qu'il considérait lui-même que les effets retours, c'était des pièces d'euros en chocolat. Donc, il faudrait, et Philippe Ledant, je pense, a raison, il faut absolument repenser la fiscalité. Mais il faut le faire en profondeur, parce qu'il y a un autre phénomène, au-delà de la démographie vieillissante, de la chute de la natalité qui se présente, c'est l'intelligence artificielle, qui va complètement bouleverser non seulement la quantité de travail, mais aussi la rémunération relative du travail par rapport au rendement du capital. Puisqu'en fait, finalement, ce sont les entreprises qui vont s'accaparer une partie, si pas la grande partie des gains de productivité au détriment des travailleurs. On paiera peut-être un travailleur la même chose, mais l'entreprise va encaisser des profits supplémentaires grâce à la mécanisation, à la digitalisation des processus, et avec l'IA évidemment. Et donc, on doit absolument repenser la fiscalité, et ça conduira, à mon avis, de manière intuitive, à reglobaliser les revenus, pour que les revenus du capital et du travail soient taxés de la même manière. Et je pense que ça va devoir, dans nos sociétés, et ce sera très complexe parce que nous n'avons pas la maîtrise sur les grandes entreprises technologiques, mais on devrait idéalement pouvoir demander aux entreprises de payer des cotisations sociales si l'emploi est en contraction nette. Alors ça paraît bizarre de dire qu'une entreprise doit payer des cotisations sociales, ça l'est moins quand on imagine qu'une entreprise remplace des humains par des machines. Mais donc ça demande une réflexion hyper approfondie qui prendra sans doute des années. Comme la réforme de 1962 a demandé 6 ans de réflexion, ça ne s'est pas du tout improvisé, c'était un travail académique et scientifique de grande qualité, on devrait faire la même chose. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que comme on veut répondre en Flandre essentiellement à un problème de plein emploi, on développe des moyens alternatifs de travail, comme par exemple les flexi-jobs, qui sont en fait globalement des pertes de recettes sociales et fiscales pour l'État. Donc, on est en train maintenant de prendre des voies de traverse pour répondre à des problèmes conjoncturels de manque de main-d'œuvre, on va dire essentiellement dans le nord du pays, alors que le sud et Bruxelles ont des problématiques tout à fait différentes, mais on devrait concomitamment, de manière plus générale, repenser la fiscalité et donc peut-être
nier ces méthodes alternatives qui permettent d'éviter de payer des impôts. Donc on est dans cette espèce de problématique de devoir détaxer des poches de travail parce que la pression fiscale est trop importante. Alors ce qu'on devrait faire, ce serait de devoir reglobaliser les revenus pour pouvoir avoir une taxation moindre sur l'ensemble des revenus, qu'ils soient du travail ou du capital. Alors, la question qu'on peut se poser évidemment, c'est est-ce que la Belgique est réformable, hein? Tu l'évoques, la Flandre veut ceci, la Wallonie veut cela, les partis entre eux veulent pas la même chose non plus. On a une configuration institutionnelle qui est ultra complexe. Ils viennent de mettre une plombe à former un gouvernement. Est-ce qu'on peut se dire raisonnablement qu'ils vont parvenir à travailler correctement et dans une unité d'objectifs sur un budget et donc des réformes pour arriver à... C'est très compliqué parce que les grandes réformes fiscales et sociales se concrétisent après les grandes ruptures sociétales. Donc la première grande réforme fiscale du XXe siècle, c'était en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et la sécurité sociale a été inventée après le second conflit mondial. La fiscalité, ça a pris un peu de temps parce qu'on a voulu coordonner ça, notamment avec le Luxembourg, dont on partageait la même devise. Mais donc, il faut un point de rupture, un point de césure dans le tracé, on va dire, sociologique, pour pouvoir faire une réflexion globale. Et ça devient maintenant quasiment, oui, peut-être presque impossible à faire. Mais ne pas le faire et se dire que finalement, on va s'accommoder de tout, ça veut dire à un moment qu'on va créer un fossé gigantesque entre les travailleurs mis à risque non seulement par la globalisation, mais dans beaucoup de métiers par l'intelligence artificielle, et les personnes qui sont elles-mêmes actionnaires, détenteurs de sociétés, qui peuvent tirer profit de la mécanisation. Et donc, la limite de l'épure de ne rien faire, c'est qu'on pourrait avoir à un moment des rejets sociaux, des dissensions sociales, une augmentation du travail en noir, pourquoi pas, bien que les flexi-jobs soient là peut-être pour l'éliminer, mais c'est-à-dire à un moment une rupture de confiance citoyenne. Et si ça arrive, s'il y a une sorte de sabordage social, fiscal, alors on ne fait plus société. Et donc ça veut dire qu'il y a le lien ultime de la nation, qui est en fait la contribution à l'État et la protection de l'ensemble des citoyens par la sécurité sociale, qui est mise en cause. Alors, effectivement, les citoyens peuvent perdre confiance. Je pense qu'on est déjà sur la bonne voie. On sait aussi que les agences de notation ont abaissé, hein, la note de la Belgique, ce qui veut dire, attention, la Belgique est moins bankable qu'avant. Donc, je suppose que là aussi, il pourrait y avoir une perte de confiance ou c'est relativement restreint? C'est, je pense, restreint au niveau des agences de notation, parce qu'on est un bon emprunteur et on est un pays assez riche en termes d'épargne nationale. Mais je parle d'autre chose, je parle simplement du sentiment de violence qui est en train de se développer dans la société et qui consiste maintenant à observer que les gens moins nantis sont furieux de voir qu'ils sont les abandonnés d'une évolution qui les sacrifie. Les gens qui ont des revenus sont furieux de devoir payer des impôts. Les gens du haut marchand se sentent légitimement abandonnés au motif que tout doit être marchand et productif et efficient, sinon on ne fait pas société. Et donc moi, je crois qu'on arrive à un point maintenant qui devient un tout petit peu, pas dangereux, mais un point qui devient prébouillonnant Ouais. en termes d'unité sociale. Et tout ça met en cause finalement ce que j'appelle le patriotisme, parce que le patriotisme, c'est pas du tout des soldats rangés derrière un drapeau, hein. Le patriotisme, c'est un projet de société. Et la vraie question, c'est de savoir, mais quel est le projet de société qu'on veut avoir? Si le projet de société, c'est une ligne Excel d'un budget, on ne fait pas société. Si par contre, on a un projet de société positif qui montre qu'on est capable d'inclure les gens dans quelque chose qui les englobe, quitte à ce que les gens plus nantis payent plus d'argent, quitte à ce que ce soit un peu plus injuste pour eux en termes de bénéfices sociaux, voilà. Si on n'est pas capable de faire ça, ça va poser un problème. Et je pense qu'un des problèmes politiques qu'on vit maintenant, c'est que, en fait, les qualités dont on a besoin pour gagner des élections, qui entraînent une certaine violence verbale, sémantique, ne sont pas les mêmes que celles dont on a besoin pour gouverner un pays. Ouais. Et donc, s'il y avait moins d'agitation politique, plus de concentration, plus de débats parlementaires, qui évidemment est complètement aujourd'hui nié, on pourrait avoir des configurations plus apaisées et peut-être l'amorce d'une réforme. Mais je pense que certains n'ont toujours pas compris que la politique, ce n'était pas un combat permanent, c'était le moment du combat et puis le moment de la construction. On ne Est-ce peut pas passer son temps à casser des briques. est-ce que finalement, du coup, la première réforme intelligente ne serait pas de réformer le modèle politique tel qu'il existe aujourd'hui pour contrebalancer les fragilités des modèles économiques? Totalement, parce qu'on a un système qui est une monarchie avec un régime parlementaire.
tout ça est dans la Constitution. L'article 33 de la Constitution dit « Tous les pouvoirs émanent de la nation ». Donc c'est assez clair pour qui sait lire. Quelques mots en français. On a affublé le gouvernement de toute une série de cénacles de réflexion extrêmement intelligents comme des conseils supérieurs. Moi, j'ai fait partie pendant quasiment 12 ans du Conseil supérieur des finances. Et quel est le point d'aboutissement maintenant? Une particratie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques présidents de partis qui décident pour le reste de la population sans plus aucun débat parlementaire. Comment voulez-vous avoir des parlementaires qui soient impliqués dans la vie du débat? Et c'est ce pourquoi on les a élus d'ailleurs, parce qu'on n'a pas élu les présidents de parti. Les présidents de parti sont élus par leurs adhérents et pas par le reste de la population. Comment est-ce qu'on peut demander à des parlementaires qui sont obligés de voter selon les consignes du parti, de participer à un mouvement plus global de réflexion? Donc en fait, les présidents de parti sont en train de créer une agitation dans l'immédiateté qui est contraire, je pense, d'abord à l'esprit de la Constitution, mais surtout à la réalité de la profondeur de réflexion dont on a besoin. Eh bien, je pense que c'est une belle conclusion et qu'on va pouvoir rester là-dessus avant de réouvrir peut-être le chapitre dans quelques semaines. Merci beaucoup, Bruno Coleman. Merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.